Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette édition 2025 du Forum international Météo et Climat. Nous avons choisi cette année de consacrer le colloque à un sujet à la fois évident et à la fois urgent, les villes face au changement climatique. Toute la journée, on va croiser des regards, les regards scientifiques, institutionnels, les regards opérationnels également. 4 sessions pour comprendre, pour débattre, pour comparer, mais surtout pour se projeter vraiment dans l'action. On va voir aussi que l'action, il y en a tout au long de l'année, partout sur les territoires, et il faut en parler. Et pour ouvrir cette journée, nous avons le plaisir d'accueillir 2 voix engagées de très longue date sur ces sujets, à la fois dans le débat national et à la fois dans le débat international. Je vous demande d'accueillir Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Jean Jouzel, climatologue, ancien membre du GIEC et président de Météo Climat, qui vont ouvrir cette journée. Bonjour. Bonjour. Oui, ou à moins que vous préfériez ici. Non, très bien. Bien, écoutez, bienvenue. Merci beaucoup à vous, chers Jean et chers membres et participants de ces journées sur le climat. Je veux vous dire bienvenue, et finalement c'est une longue histoire, hein, Jean, que de se mobiliser aussi avec celles et ceux qui font et présentent et la météo, mais au-delà de la présentation de la météo, sont des acteurs essentiels de la sensibilisation sur les questions relatives au climat, que certains voudraient aujourd'hui que l'on nomme les questions relatives aux catastrophes naturelles. Bon, on va continuer à se dire que le changement climatique provoque des catastrophes naturelles, on est bien d'accord, mais enfin, à l'origine, il y a quand même des causes. Et je veux remercier bien sûr Jean et tous les scientifiques qui travaillent sans relâche, avec une abnégation totale depuis des années et des années, pour, à partir de leurs recherches, à partir des données, à partir des analyses, nous expliquer ce qui va se passer. Une chose est claire, ce qu'ils nous ont dit il y a 40 ans se vérifie aujourd'hui, et là, on devrait les uns et les autres pouvoir porter aussi cette parole et lutter contre ceux qui voudraient nous faire croire que la science ne serait pas la référence à partir de laquelle il faudrait que les décisions politiques, les décisions internationales, nationales et locales se prennent. Alors c'est vrai que nous sommes ici dans une ville, et vous l'avez dit, qui est engagée maintenant depuis très longtemps, et je veux remercier mes adjoints, mes adjointes qui sont ici présents, Dan Lert qui travaille bien sûr à mes côtés sur les questions relatives au climat, à l'eau, à l'air, l'énergie, etc. Et puis Lamia Elarage qui a repris ce très beau portefeuille lié à l'urbanisme, à l'architecture et aussi à l'accessibilité de la ville. Pourquoi c'est important de travailler et d'être engagé depuis longtemps comme nous le sommes à Paris? D'abord parce que les actions que l'on porte, qui sont décisives à l'échelle des villes, portent leurs fruits dans la durée. Ça, c'est une certitude. S'il y a trop de variations et d'évolutions qui font qu'une politique ne peut pas s'installer dans la durée sur un territoire, alors il n'y a pas les mêmes effets, il n'y a pas la même efficacité de l'action. La chance que nous avons à Paris, c'est que maintenant, depuis quasiment 25 ans, nous sommes engagés. Alors cet engagement a été bien sûr croissant aussi avec la connaissance de l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique et sur nos territoires. Et donc, cette connaissance et cet engagement de longue date nous a valu de porter en 2004, alors bien sûr balbutiant, hein, on n'était pas du tout sur les mêmes indicateurs et les mêmes mesures qu'aujourd'hui, mais dès 2004, on lance les premières évaluations qui constituent une sorte de bilan carbone, de plan climat de la ville. Et puis, on engage la ville tout entière en ayant cette approche holistique, qui est l'approche des maires d'ailleurs. Un maire, il dirige et il s'occupe d'une communauté humaine sur un territoire. Et cette communauté humaine, on ne peut pas dissocier ses besoins, ses demandes et son impact. C'est un tout.
Et donc un maire, même s'il n'a pas une compétence sur tout, est obligé d'avoir une approche qui parte des interdépendances, une approche systémique, holistique, et une approche des interdépendances des personnes, mais aussi des phénomènes qui concernent la vie de ces personnes. Et c'est dans cette approche-là que nous avons construit au fil des années, à partir de plans stratégiques, parce qu'évidemment, on ne réalise bien que ce que l'on pense et ce que l'on projette. Et donc, nous nous sommes inspirés des chercheurs, des experts pour élaborer nos différents plans stratégiques qui nous ont permis d'avancer sur les questions de mobilité, sur les questions d'énergie, sur les questions de pollution de l'air, sur les questions de logement, qui sont très étroitement imbriquées aussi, bien sûr, avec les questions relatives à l'énergie et notamment à la fin des énergies fossiles pour laquelle nous battons de façon très concrète. Et donc, nous avons produit ces politiques qui produisent des effets. Je ne vais pas prendre tous les indicateurs dont on dispose, mais si je prends juste le sujet de la pollution de l'air, sur la pollution de l'air, moins 40% de polluants à Paris sur ces 12 dernières années. Lié à quoi? À une politique qui a compris et qui s'est intéressée à d'abord la cause principale qui est le trafic automobile et qui nous a permis, vote après vote, discussion après discussion, parce que tout cela ne peut pas se faire par des décisions d'en haut qui s'appliqueraient sans discussion aucune, mais avec aussi des conférences, des conventions citoyennes et des votes parce que nous sommes en démocratie. Nous sommes arrivés à prendre des mesures qui nous ont permis de baisser la pollution. Et aujourd'hui, pour moi, en tant que maire de Paris, ne plus avoir à prendre des arrêtés pour interdire aux enfants de jouer dans les cours d'école parce qu'il y aurait des pics de pollution, je vous assure que ça change tout. Et y compris, ça donne la force de à quoi on sert et à quoi servent ces politiques. Et il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on pourrait travailler. Permettez-moi d'en prendre un parce qu'il est aussi très important et il ouvre aussi sur des actions d'avenir. Vous le savez, nous nous sommes engagés à travers, et les Jeux olympiques et paralympiques ont été un accélérateur extraordinaire sur ces sujets de transition écologique de la ville. Nous nous sommes engagés sur la question de l'eau. Ça fait longtemps qu'avec Haute-Paris, la municipalisation de la gestion de l'eau à Paris qui date de 2008, que nous avions entrepris ce travail de préservation, protection, attention à cette ressource naturelle absolument indispensable. Nous avons franchi un pas supplémentaire qui a été très visible, parce qu'il faut aussi des actions symboliques et très visibles pour qu'on comprenne ce qui se passe, c'est la baignade dans la Seine. Alors j'ai entendu évidemment des mauvais coucheurs nous expliquer que tout ça coûtait très cher, tout ça pour se baigner. Non, ça n'est pas que pour se baigner, même si c'est quand même agréable. Mais que signifie la baignade dans la Seine? Que l'eau est propre, que l'eau est dépolluée, qu'elle est propice à la baignade, donc qu'elle accueille une faune et une flore beaucoup plus importantes, pas que des silures d'ailleurs, mais pas de requins, et qu'elle permet aussi aux humains que nous sommes de nous rapprocher de cette ressource à un moment où l'évolution des températures dans une ville comme Paris nous pousse à chercher, pour notre adaptation, des éléments qui nous permettent de nous rafraîchir. Voilà. Et donc, se rafraîchir, c'est aussi protéger l'eau, la préserver, la prendre en considération. Nous allons aller plus loin. Bien sûr, il va y avoir la baignade maintenant grand public. Le 5 juillet, vous pourrez venir faire nager gratuitement avec tout l'été, parce que c'est le 5 juillet que ça démarrera, et dans 3 points de baignade, un au pied de l'hôtel de ville, un à Bercy et un près de la Tour Eiffel au bras de Grenelle, vers l'île aux Cygnes. Ça va être magnifique et on va tous en profiter. Mais on a lancé aussi un travail avec un procès fictif que nous avons fait sur les droits de la Seine, une convention citoyenne qui vient de se terminer, pour doter la Seine d'un statut juridique. Quelle est la personnalité juridique pour pouvoir se défendre? Qu'elle puisse, et que finalement tout un chacun puisse saisir un tribunal
lorsque la Seine est abîmée, agressée, et que la Seine puisse porter devant un tribunal ses droits, comme une personne humaine pourrait le faire. Les droits du vivant, qui vont jusqu'à la reconnaissance de leur personnalité morale. Nous sommes engagés dans ce mouvement-là, qui existe aussi sur d'autres territoires sur la planète. Nous sommes engagés dans ce mouvement-là parce que nous pensons que dans l'interdépendance, dans cette notion d'interdépendance, il nous faut vraiment reconnaître et que l'humain, les humains que nous sommes, reconnaissent les autres vivants, les autres formes de vivants, comme des égaux à part entière, avec les droits aussi à aller en justice pour se protéger et se préserver. C'est tout ce travail-là qui est encore en cours, qui va nous permettre d'aller plus loin. Et pour finir, bien sûr que les villes sont essentielles. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde le dit, si les villes ne sont pas engagées, alors rien ne se passera. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a des résultats par rapport à l'accord de Paris, c'est notamment parce que les villes s'y sont engagées. Le 23 juin prochain, ici, à l'Hôtel de Ville, et Jean Jouzel et beaucoup ici y participeront, nous allons organiser une série de tables rondes, une conférence internationale pour faire le point sur les 10 ans de l'application de l'accord de Paris. Viendront de très nombreux maires, des scientifiques, mais aussi des acteurs à l'échelle nationale, européenne et internationale, pour évoquer les avancées. Je vous le dis tout de suite, l'essentiel des avancées viennent des villes. Et les villes, à travers les réseaux, les grands réseaux que sont le C40, le GICOM, l'Association internationale des maires francophones que je préside, nous avons produit des données, nous avons chiffré nos avancées sur un certain nombre d'indicateurs que l'on pourra bien sûr présenter, fournir, qui nous permettront de dire quoi? Quand on agit, ça marche, on obtient des résultats. Et non, on n'est pas en train de vider l'océan à la petite cuillère face aux enjeux climatiques. Il y a des évolutions très très rapides qui peuvent se faire quand on plante des arbres, quand on fait une forêt urbaine, y compris dans la moquerie générale et le scepticisme aussi général. Eh bien, à l'endroit où on plante ces arbres, par exemple place de Catalogne ou ici sur la place de l'Hôtel de Ville, et demain, ce ne seront pas des arbres, mais le verdissement de la place de la Concorde vont nous permettre de baisser les températures entre 4 et 8 degrés Celsius. Donc ça veut dire que l'on adapte, on change, on modifie des éléments du climat à des échelles qui sont des petites échelles, mais qui sont essentielles. Tout cela, nous allons pouvoir le dire le 23 juin prochain. Nous inaugurerons aussi la forêt urbaine qui est sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville et nous apporterons ainsi un signal d'espoir. Voilà. Dans un monde qui va si mal, dans un monde où, sur le plan géopolitique, on voit les défenseurs des énergies fossiles reprendre du terrain et on voit les questions relatives au climat souvent reléguées, voire même niées, je pense qu'il faut aussi que nous montrions, nous, les acteurs, les chercheurs, les maires, les élus, les citoyens, qu'il y a un espoir qu'on ne va pas lâcher, parce que quand on agit, ça marche. Merci à vous.